Ok. On va peut-être commencer à l'heure. Il y a des retardataires. Donc on commence à l'heure. Quelques très rapides mots pour introduire notre conférencière. Donc Lia Kiliadis, professeur invité ce semestre en S6. Donc c'est un plaisir d'accueillir Lia à l'école. Lia que je connais depuis assez longtemps en fait. Et donc Lia est architecte américaine, diplômée de l'école d'architecture de Yale et du MIT. Et Paris-Belleville et de Paris, j'allais le dire après, j'allais le faire dans l'ordre de tes pérégrinations géographiques. Oui, d'accord. Et donc, après avoir passé son diplôme d'architecte aux États-Unis, Lia a travaillé à New York, puis à Athènes en Europe, avant d'atterrir à Paris. Oui. Où elle a encore passé un diplôme d'architecte, un troisième, parce qu'elle aimait beaucoup ça, donc à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et elle a fondé son agence à Paris qui fonctionne depuis 2003. Oui, c'est ça, oui. Et donc, une agence dans laquelle tu mènes des projets résidentiels, de petits équipements culturels liés à l'enseignement, précisément. Et voilà, avec beaucoup d'attention pour le détail, le soin des matériaux. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Autant de choses dont tu parles avec les étudiants dans l'atelier de S6, qui est donc consacré à un projet de résidence pour écrivains, notamment en partant du fameux pavillon de Flaubert à Croisset. Oui. Et, voilà, donc, et là, ce soir, tu vas nous parler d'autre chose. Tu vas nous parler de la fenêtre chez Georges Nakashima et Alvaro Siza. Donc, on te remercie d'avance pour cette conférence et je te laisse la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Valérie. Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce que vous préférez en anglais ou en français la conférence? Oui. Français? Ouais. Parce que tous les étudiants dans mon atelier parlent très bien l'anglais, juste pour vous dire. Je suis vraiment impressionnée. Et donc, comme Valérie a dit, j'ai mon agence depuis 2003 et je n'enseigne pas, j'enseigne très peu en fait. Pendant très longtemps, c'était juste travail. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être à ENSA Normandie pour ce semestre. Et je découvre plein de choses et on est au début du semestre. Donc là, je vais vous faire découvrir, j'espère aussi, des choses. Deux architectes, dont un qui n'était plus architecte après un certain temps, après très peu de temps en fait, et autre qui est un peu l'architecte des architectes, qui est toujours vivant, Alvaro Siza. Et en fait, le petit backstory, c'est que donc j'ai travaillé chez Siza. J'étais 2 ans à Porto. Ça m'a apporté énormément de choses, évidemment. Mais la petite histoire, c'est Georges Nakashima. C'était un Américain comme moi. Et ça m'intéresse beaucoup les parcours des gens qui sont un peu ailleurs, exilés, réfugiés ou juste curieux et ils sortent de leur propre culture s'ils ont une déjà et ils aiment bien explorer le monde dans toutes ses facettes. Donc voilà, je vais commencer avec Georges Nakashima que j'ai connu son travail depuis très longtemps. Parce que c'est le père de Mid-Century Modern aux États-Unis. Donc, c'est un style de plutôt design, architecture, c'est sûr, mais plutôt design et surtout le mobilier des années 50, 60, un peu de 70. Et Georges Nakashima, il est connu comme le père de l'artisanat. Donc, le design des meubles avec cette touche humaine, cette touche de ses propres mains. Et donc, comme vous voyez, il y a c'est bon et très connu
Cette chaise a été éditée par Knoll pendant un certain temps. Cette chaise aussi, c'est peut-être le plus connu de George Nakashima. Et comme tout le mobilier des années 50 fait par des designers, les prix d'aujourd'hui sont complètement dérisoires. Donc, si vous trouvez une chaise comme ça quelque part, il faut l'acheter parce que ça coûte très cher. Donc, en 2015, j'étais à Philadelphie pour regarder la fondation Barnes qui est dans la ville. C'est un musée qui a été fait par Williams et Etzin, des architectes américains connus pour leur propre approche artisanale à l'architecture. Et j'ai visité le musée et je me suis dit, c'est trop dessiné. C'était trop. Et donc, j'avais un petit souvenir que la maison ou le studio de George Nakashima n'était pas très loin. C'est dans le New Hope, en Pennsylvanie. Et donc, j'ai tenté le coup et je suis allée pour voir s'il recevait des visiteurs. Et effectivement, ils le font. Et donc, quand vous voyez dans les photos, c'est des très jolies propriétés, très boisées. Et à la fin, il y a 14 constructions, tous faits par George Nakashima, certaines avec l'aide de sa fille, qui est aussi architecte. Et donc, il a construit 14 pavillons sur ses propriétés. Mais c'est l'endroit où il y a l'atelier de l'ébénisterie. Et on peut visiter les différents endroits, la production et aussi le showroom. Et donc, j'étais très intriguée par cette calme absolu du lieu et le fait que c'était aussi un atelier de menuiserie. Et là, c'est l'entrepôt de bois. Ils ont une collection de bois incroyable, toujours. Et donc, au début de sa carrière d'ébéniste, Nakashima a travaillé surtout les bois qu'on connaît bien aux États-Unis, comme le merisier ou le noyer ou le chêne. Mais petit à petit, il a commencé à utiliser les bois exotiques et il y a toute une collection là. Et on voit en bas ici, il sort le bois dans son état une fois que c'est débité par le bille. Et l'idée de Nakashima, comme vous avez déjà vu, c'est de prendre ces bois dans son état naturel et transformer très, très légèrement pour faire des meubles. Et c'est toute une approche artisanale, artistique et on peut dire aussi assez religieuse, sa dédication au bois comme matière et comme inspiration et comme surtout matière vivante. Donc ça c'est la vue depuis l'atelier de menuiserie qui est magnifique et j'adore le fait qu'il y a des boîtes à outils, il y a des crayons, il y a la radio et des choses de devant et on est devant cette vue extraordinaire et on a cette vue tous les jours si on travaille là-bas. Donc ça c'est d'autres bâtiments sur le campus, on peut dire. Et donc comme j'ai dit, tout était construit par ses propres, dessiné et construit par ses propres mains avec l'aide d'autres travailleurs et des amis. Et donc j'ai visité les différents bâtiments. Sa fille Mira Nakashima était là et j'ai commencé à parler avec elle et elle a commencé d'expliquer son histoire et elle a dit qu'il avait étudié l'architecture à MIT. Et j'ai dit, tiens, comme moi, c'est intéressant, super. Elle a même dit qu'il allait à Harvard, mais il n'aimait pas l'approche plutôt théorique à Harvard, et donc il préférait à MIT où c'était plus terre à terre. Et ça, c'était exactement mon choix aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait étudié à l'école d'art américain à Fontainebleau. Et j'ai dit, moi aussi.
Et donc, elle était complètement étonnée et j'ai expliqué mon parcours. Et bon, je sais pas pour faire la pub pour l'école, mais c'est une école qui existe toujours. C'est un programme d'été depuis des années. Et il y a aussi un conservatoire qui est beaucoup plus connu. Il y a des grands maîtres de la musique classique contemporaine, surtout des États-Unis, des gens comme Philip Glass ou comme c'est le producteur qui est mort récemment, Quincy Jones. Il est passé par là aussi. Aaron Copland et toutes sortes de musiciens et compositeurs. Et côté architecture, on avait George Nakashima notamment, et il y en a d'autres. Mais c'était très intéressant de faire cette rencontre. Et donc, moi, je pensais qu'il était ébéniste, et elle m'a dit non, il était architecte, et il était intéressé par les coques en béton, que j'ai trouvé très étrange. Et donc, quelqu'un qui travaille avec sa main, qui adore le bois, qui aime beaucoup les coques en béton. Et donc, ça, c'est le showroom. Ça, c'est où ils ont le showroom. Ça s'appelle Conoid Studio, parce que c'est la forme qui était utilisée pour faire le toit. Et donc, il y a une grande arche, et je montre sur la coupe. Il y a une grande arche, et après, c'est ondulé, et ça descend vers le derrière, et ça reste sur un mur en pierre massif. Et on voit les photos du chantier et la réalisation. Donc, le béton est très mince. Encore une fois, des années 50, 60, on fait des essais de béton très mince. Et il n'y a aucun bureau de contrôle dans le coin. Voilà. Donc, ça m'a intriguée. Donc, j'ai découvert, ça, j'ai pas vu, mais ça, c'est la structure autour de la piscine qui est dans une zone privée. Et donc, très peu de dessins, ils ont fait sur place, expérimenter, monter cette structure et remplir le revêtement en contreplaqué. Et ça tient toujours. Et voilà, donc là, on voit à gauche George Nakashima à Fontainebleau, dans le château. À l'époque, même à l'époque où moi j'ai fait le programme, on avait nos propres ateliers dans le château, dans le parti Henri IV. Donc c'était incroyable de travailler là. C'est là où on a la vue sur le jardin à la française. C'est une expérience assez inoubliable. Et la petite histoire, c'est que si, à cette époque-là de Nakashima, et même à mon époque, si vous faites tout bien et vous avez le premier prix, vous avez un studio à Paris gratuitement pendant l'année. Et donc, moi, j'ai bien profité de ça. Donc, ça, c'est Georges à Fontainebleau. Et là, il est resté à Paris pas très longtemps. Il est resté 1 an, peut-être 18 mois. Il était dans le quartier de Montparnasse. Il avait très peu d'amis, mais il a fait connaissance. Il avait des amis de Fontainebleau, donc il a fait connaissance des musiciens, surtout. Mais il était un peu fatigué par Paris après très peu de temps, et il a décidé d'aller à l'Est et d'aller à Tokyo. Mais donc, à Tokyo, au Japon, il est entré dans le bureau de Antonin Raymond, qui est un des premiers architectes étrangers, architectes modernes et architectes tout court de pratiquer au Japon. Donc, c'est un architecte qui est venu au Japon grâce au projet de Frank Lloyd Wright pour l'hôtel impérial. Et donc, il était avant, avec sa femme française, Noémie, ils étaient à Taliesin. Taliesin, c'est l'endroit où Frank Lloyd Wright avait son propre école d'architecture. Et donc, eux, ils ont passé finalement très peu de temps là-bas. Et quand Wright a eu la commission pour l'Imperial Hotel à Tokyo,
il a demandé à Antonin Raymond de l'accompagner et suivre le projet. Et donc ça, c'est le bureau à Tokyo avec tous ces hommes et cette femme française au milieu. Et on voit les deux... j'ai oublié le nom. Donc Nakashima est là au milieu. Antonin Raymond et sa femme Noémie sont là tous les deux. Et ici devant, c'est un autre architecte qui est devenu le meilleur ami de Nakashima. J'aimerais bien retrouver son nom, si je peux. Je ne retrouve pas, mais c'est Junzo Yoshimura. Et c'est l'architecte qui a construit, des années 50, il a construit une sorte de maison type dans la maison japonaise à New York, à MoMA. Et donc Nakashima a aidé avec ça, mais uniquement pour le mobilier. C'était les années 50. Et donc, ça c'est en bas, c'est ils avaient les bureaux à Tokyo et aussi une sorte de maison où ils étaient tous ensemble pour des projets, pour faire des choses, pour faire des fêtes. Et une maison étrangement basée sur un projet de Le Corbusier en Chili. Mais fait en bois au lieu de en béton. Donc, une des choses qui a beaucoup impressionné Nakashima à Paris, c'était le pavillon suisse dans le 14e, donc à côté de son petit logement. Et en fait, c'était un peu par hasard qu'il est tombé sur ce chantier. Et en fait, il a vu construire ce bâtiment en béton armé. Et ça lui a beaucoup impressionné. Par la précision, par la manière d'écrire, de construire, et par le fait que ça soit une méthode très très contemporaine qu'il a probablement jamais vue ailleurs. Donc il était vraiment impressionné par ça. Et donc c'est un peu un des éléments qui a fait que Nakashima a gardé en tête, il est arrivé à Tokyo pour travailler avec Antonin Raymond, parce que justement Raymond a quitté le projet de Frank Lloyd Wright, il n'en pouvait plus. Wright était impossible et surtout il était très imprégné par ses expériences au Japon déjà après quelques années. Et le respect pour les matières, pour l'artisanat, et il trouvait que Wright était en train de faire un peu des choses fausses avec la décoration de toutes les surfaces de l'hôtel Impérial. J'ai pas mis de photos, j'aurais dû mettre une photo de cet hôtel. Mais c'est intéressant parce que plus tard, Nakashima, il a vu des projets de Wright, des maisons en Californie, et il a eu la même impression indépendamment. Il n'aimait pas trop Wright, il trouvait pas assez honnête, pas assez net dans sa construction. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Antonin Raymond était appelé pour faire une sorte de dortoir en Inde. Et grâce à ses relations avec un ingénieur qui était en Inde, qui connaissait, il faut savoir que Raymond, il était aussi à un certain moment ambassadeur de la République tchèque au Japon, parce qu'il avait toutes ses connexions. Oui, c'est très étrange. Mais donc, il avait une connexion avec quelqu'un en Inde, à Pondichéry. Et c'est un dortoir pour des fidèles à un ashram. Et donc, ils avaient... Je ne vais pas aller en détail dans l'histoire de l'ashram, mais il faut quand même tenir compte que c'est un ashram. Donc, les gens qui avaient une sorte de leader, de gourou, qui suivaient, et il s'appelait Sri Aurobindo.
Et donc, Sri Aurobindo, il avait aussi une collaboratrice française, Mira Alfaza. Et c'est Mira qui s'est occupée des fidèles. Et donc, comme il grandissait, elle pensait qu'il fallait avoir un dortoir pour, bien protéger tous ces fidèles. Et leur donner des espaces nobles pour habiter. Et donc, il y avait une donation grande et ils ont pu obtenir une parcelle très près de l'ashram. Et ils ont appelé Antonin Raymond pour faire le projet. Et donc là, on voit les plans. Hyper simple. Et le plan des jardins du rez-de-chaussée. Et donc, c'est sur plusieurs niveaux. Toutes les chambres sont orientées vers le nord. Pondichéry, c'est une bonne idée. Même je vois en Rouen, et on aime bien orienter vers le nord, au moins mes étudiants. Et donc, le sud, c'était réservé pour les couloirs. Et donc, ça, ce sont des coupes. Donc, très, très rapidement, Raymond avait envoyé ses croquis. Il est allé sur place. Ils ont accepté. C'était un peu le maître qui a présenté un projet novateur. Et donc, ils ont accepté. Et Raymond a plus ou moins passé le développement du projet et la construction à Georges Nakashima. Il a confié le projet à réaliser à Nakashima, qui est allé sur place. Et donc là, on voit aussi, donc ils se sont parlé de Le Corbusier, et donc on voit cette influence déjà du pavillon suisse. Dans la conception de projet, sauf que Nakashima, il connaissait pas grand-chose sur le béton. Il était entouré, évidemment, par quelques autres architectes et surtout des ingénieurs. Et donc, il a passé 3 ans dans le ashram pour construire ce bâtiment. Et donc, au début, ils avaient fait tout le DCE, on peut dire, pour avoir des entreprises, pour faire le chantier, comme on fait tous les jours en France ou ailleurs. Et Mira, la mère, ils appelaient de ashram, elle a dit non, je veux que ce soit des fidèles qui construisent. Donc, c'est pour nous, je veux pas des jeunes de chantier, c'est toujours le même problème. Je veux que nous investissions, nous investissons dans le projet. Et donc, c'était des fidèles et peut-être quelques autres personnes qui ont fait la construction. Donc, encore une fois, comme il a fait plus tard chez lui, c'était un peu l'expérimentation. Et c'est surtout la première construction en béton armé en Inde. Chandigarh, c'est 54, je crois. Donc là, on est 1938, quelque chose comme ça. Et ils ont tout fait sur place. Et donc, on voit le toit. Le toit était dessiné plat avec une étanchéité. Et l'idée, c'était que tous les matériaux de construction venaient du Japon. Et évidemment, finalement, ce n'était pas vraiment possible. Certaines choses venaient, mais Nakashima a vu tout de suite, même avec une expérience assez limitée en architecture, que ce système d'étanchéité ne marche pas. Avec le chaleur, avec le soleil, il faut avoir autre chose. Donc, il a proposé ces voûtes qu'il a dû voir ailleurs, et ils ont adapté ce système. Et donc ça, on voit. Si vous allez à Pondichéry, il faut quand même chercher. C'est dans le centre-ville, mais c'est très discret. Et donc la porte, c'est ici, c'est la petite porte là qu'on voit là. Et on peut passer devant sans trop prendre en compte. Il y a tellement de choses qui se passent dans la rue, dans les différentes villes en Inde, qu'on ne va pas spécialement faire attention à ce genre de construction.
Et c'est assez austère à l'extérieur, mais quand on entre petit à petit, on découvre le bâtiment. Et donc, le plan de masse avec les jardins, ils ont réalisé comme sur les plans. Presque tout était... s'il n'y avait pas d'adaptation à faire, ils ont resté fidèles sous le guide de la maître d'ouvrage, cette dame qui s'appelle la mère. Elle a dit non, je veux qu'on fasse exactement comme les architectes ont conçu le projet, si c'est bien adapté au lieu. Et donc, j'ai eu une visite avec une vieille dame, je pense qu'elle n'est plus là, mais qui était un peu avec son mari. Ils ont pris la suite des années 70 de prendre soin de dortoir, de l'ashram. Et donc, il y a tout sur les détails en béton, et il y a une grande attention à ces petits détails et ces mesures justes des dimensionnements. On parle dans notre atelier de ça. Et donc, on voit qu'il y avait un architecte ou des architectes, des designers qui étaient très ciblés sur le corps humain et comment on peut faire l'environnement autour de corps humain. Et donc, voilà, encore des photos. Et on entre là. Il y a un petit rappel à l'escalier des pavillons suisses qui est un peu au milieu de l'endroit. Des détails comme pour les parapluies ou des caissons. Oups. Et là, on monte. Et donc, le truc du projet, c'est le système de brise-soleil. Et cette idée de ventilation nord-sud pour garder les chambres assez fraîches et pour avoir ces ventilations et modérer la lumière aussi. Et donc, des louvres en béton, fibres de béton. Et cet escalier qui monte avec des grands morceaux de bois de teck où ils ont gardé certaines choses impures dans les grands morceaux de bois. Et donc ça c'est le couloir. Donc les chambres côté nord et le couloir côté sud. Il y a le système de louvres des deux côtés et il y a ces panneaux coulissants. On peut dire assez japonais, mais je pense que c'était juste une idée comme ça, pratique, pour fermer les chambres. Et donc tous les meubles étaient faits sur place, et c'est là où Nakashima a vraiment commencé de dessiner des meubles. Et donc ça, ce sont mes photos à moi. L'architecture et les meubles, les panneaux coulissants, tout est en très très bon état. C'était fait juste avant la Deuxième Guerre mondiale et ça restait comme ça parce que la maintenance est faite par les fidèles. Ça fait partie je ne fais pas de yoga, mais c'est un peu le karmi yoga où on a cette idée de soi et des objets, tout a un peu la même importance et il faut prendre soin de tout. Et donc, ça fait partie d'amélioration de soi en faisant tous ces gestes pratiques. Et donc, on peut commencer à imaginer que Nakashima, il a passé 3 ans là, qu'il a commencé à faire des meubles vraiment et qu'il a continué sur ce chemin plus tard. Voilà quelques photos. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans qui est très intéressant. C'est le premier livre sur le sujet. Il y a plusieurs articles, mais personne n'a écrit longuement. Mais ils ont tous les archives là-bas à Pondichéry. Et donc, il y a des gens qui commencent à sortir des ouvrages sur le projet. Donc, à droite, le détail de ce système.
les détails des meubles, je pense dessiner à l'échelle 1-1. Prendre note, mes étudiants. Et la vue à l'extérieur, il y avait trop de soleil le jour où j'étais là. Mes photos sont pas géniales, et donc j'ai dû prendre d'autres sources pour compléter. Mais on voit le petit détail des meubles. Je pense qu'on voit les têtes de vis quelque part. Oui, voilà. Et on voit ici les têtes de vis qui sont toujours là. Et donc le couloir dans l'autre sens, les sanitaires, les cabines dans les douches. C'est une des choses que Nakashima a changé dans le projet. Il a trouvé une solution plus compacte pour les toilettes. Ils étaient très contents. L'escalier qui monte jusqu'au toit. Et les têtes de vis, donc tous les vis étaient prescrits au Japon. Donc les petites vis en laiton qu'on n'a pas en Inde. Et donc, encore une fois, la mère a insisté qui fabrique ces vis en laiton. Et donc, les gens donnaient leurs outils ou ustensiles en laiton et ils ont fondu pour faire des vis. Parce qu'il fallait suivre le détail de l'architecte. Voilà. Et donc ça, c'est la personne qui m'a montré le lieu. Elle habite dans le module témoin qu'ils ont construit dans un premier temps. Et Antonin était là pour ça. Ils avaient construit ces modules, pas très loin, mais pas à côté. Et donc, ils ont testé le système pour ouvrir, qui est très facile à faire. J'ai fait moi-même. Là, ils ont changé le matériau. Les témoins n'étaient pas dans le même état que le dortoir. Donc, Golconde, j'ai pas dit le nom. Là, ça s'appelle Golconde. Et c'est un nom qui vient de donateur, son business à lui. Donc, si jamais vous êtes à Pondichéry, il faut absolument aller. Et ça s'appelle Golconde. Donc, ils ont fait ces témoins pour tester le système. Et ils ont même testé le toit quand ils ont changé le détail pour le toit. Et là, c'est à côté, juste une petite anecdote, ça c'est dans la ville de Auroville. Hyper étrange. Est-ce que quelqu'un connaît? Désolé? Non. Oui, mais c'est cette ville, c'est là où l'ashram a continué à grandir. Et ils ont fait une sorte de cité utopique ou ville utopique. Ils pensaient qu'il y aura 60 000 habitants, je crois qu'il y a 3 ou 4 000, mais ils sont là toujours. Et en fait, il y a toutes sortes de constructions, autoconstructions, des architectes. Il y a certains architectes connus qui ont leur agence, leur studio là. Et donc, c'est là où, beaucoup plus tard, Nakashima, oui, c'était inauguré en 96. C'est un de ces, comment on dit, altar en français, c'est le hôtel, oui, c'est ça. Il avait une idée qu'il y aura un grand hôtel, cette chose, sur chaque continent. Et donc, il a fait 3 ou 4 sur 7. Non, ils ont fait 6 sur 7 au final. Et lui-même, il avait fait 3. Le premier est à New York, au cathédrale de Saint John le Divin. Voilà, donc ça, c'est juste à côté, si jamais vous allez. Donc ça, c'était une première partie que je voulais partager avec vous, parce que j'étais beaucoup émue quand j'étais sur place. J'ai trouvé qu'il y avait un peu les mêmes intentions que Alvaro Siza dans la mesure des choses, des dimensionnements, les intentions, la manière de concevoir avec une certaine sensibilité. Ils n'ont pas du tout la même sensibilité, mais des approches très similaires. Donc, la deuxième partie, c'était pour faire encore un voyage. Probablement, il y a certains qui sont allés au Portugal. Moi, je voulais présenter plusieurs projets. Je tourne autour de l'idée de la fenêtre. Il faut dire que l'idée de départ, c'était la fenêtre chez les deux architectes.
moi, je trouve que Nakashima, avec ce projet de dortoir Golconde, il a bien exploré le sujet dans une certaine manière. Je ne peux pas dire que c'était suivi dans ses autres projets, ce n'était pas son but. Et c'était dans l'esprit de notre semestre exploratoire que je voulais faire cette comparatif architecte et ébéniste pour voir ce que ça donne. Voilà. Et donc, Álvaro Siza, petite histoire, lui, il était plutôt... il vient de Porto, il est toujours à Porto, le bureau est à Porto. Il construit un peu partout dans le monde. Il n'a pas construit en Australie, mais je pense partout ailleurs, il y a ces bâtiments. Et donc, son professeur était Fernando Tavora. C'était un des membres de SIAM 8, 9, 10. Donc, le moment où on s'est dit que le mouvement moderne, le international style, c'était trop utopique et bon, c'était pas, on prenait pas en compte assez les conditions dans les différents pays, avec leur climat différent, avec leur culture différente, leurs relations familiales différentes, et qu'il fallait changer. SIAM, on ne pouvait pas continuer avec cette idée que l'architecture moderne peut être partout et partout pareil. Et donc on voit Tavora juste à côté de notre ami Le Corbusier. Et je crois que ça c'est le fameux SIAM, non ça c'est SIAM 8 je crois. Et donc ça c'est pour le SIAM 10, c'était le moment de cassure. Il a présenté cette maison à Ophir au Portugal qui a des éléments modernes et qui a aussi des éléments régionalistes, on peut dire. Et donc Siza a travaillé pour Tavora, mais surtout c'était son professeur. Et une des choses qu'ils ont fait au Portugal à ce moment-là, ils étaient sous le régime de Salazar, donc un dictateur qui voulait promouvoir un style national, un peu comme le mouvement moderne, il voulait dire qu'il y a un style national de l'architecture portugaise. Et donc Tavora et d'autres, ils ont dit non, on a notre région qui sont très différentes. Et il faut prendre en compte des choses, les différences dans les endroits différents. Et c'est vrai, le Portugal, c'est un tout petit pays, mais qui a une énorme variété dans les paysages, pas montagneux, mais beaucoup de granit, des plages, des parties plates, des parties très, très sèches. Et donc, ils ont lancé cette... enquête des architectures traditionnelles au Portugal. Et Tavora, il a pris en charge la partie du nord, la partie de Minho. Et Siza a travaillé sur cette enquête, pas pendant longtemps. Je ne veux pas dire que toute son architecture est venue de là, mais il était quand même très conscient de ça. Et donc, son premier projet, c'est peut-être toujours le plus beau, je ne sais pas. Le Boa Nova, c'est la maison de thé, Casa de Chá, sur la côte à Matosinhos, un peu plus loin de Matosinhos. Donc, un projet de Tavora, et on voit en bas quelques projets de Tavora. C'est un projet pour un court de tennis, un pavillon pour un court de tennis. Et donc, Siza est entré dans l'agence à ce moment-là, et Tavora avait cette commande pour la maison de maison de thé, et il a laissé Siza dessiner le projet en suivant un peu ses instructions. Et donc, Siza a tout dessiné. Il n'était pas diplômé de l'école. Et il travaillait là, il était diplômé plus tard, quand il avait 29 ans, je crois. Et il a tout dessiné dans ses détails. Et donc, on voit un peu les intentions, et vous pouvez imaginer, la mer est là, et donc cette idée de la vue qu'on entre. Lui aussi, très influencé par Wright à cette époque-là. Il a dit même trop influencé par Wright.
Et c'est peut-être le projet le plus manneriste de ce style de CISA. Voilà, il a raconté qu'il était très influencé par les plans de Taliesin West pour ce projet, comme pour le projet de la piscine, qui est aussi sur la mer, qui a un plan en 45 degrés. Et c'est quelque chose que Wright avait utilisé lui aussi pour faire le plan de Taliesin West. Et donc aussi Alto, qui était plus âgé, mais des projets assez récents, et ça c'est le Villa d'Alto. On voit les influences, et c'est vrai que CISA, il parle beaucoup plus dans les interviews, toutes sortes de choses, de Alto que de Wright. Mais une chose intéressante, c'est de savoir que donc Portugal était sous un dictateur. Ils n'avaient pas, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas Internet, même les journaux, tout était limité, mais ils avaient des revues d'architecture, surtout des Pays-Bas et des pays du Nord, des pays scandinaves, de la France, d'Angleterre et du Brésil et d'autres pays. Et donc, ils ont appris comment l'architecture était faite ailleurs, par leur voyage, mais surtout par ces publications, parce que beaucoup n'avaient pas la possibilité de voyager. Et ça a beaucoup d'influence sur CISA. Et donc, ses premières propres maisons, il commençait à adapter à son propre style. Et donc, la petite intention de cette conférence, c'est de montrer des maisons, les premiers projets de maisons, et comment ça a influencé plus tard son architecture. Je pense que c'est là, on peut prendre des heures, ce n'est pas l'intention ici, mais je vais vous montrer comme ça. Donc ça, c'est une maison en 62, on voit l'influence de ce qu'il avait dessiné pour la maison de thé, et ce plan assez compliqué. Il avait plusieurs projets pour des pavillons, dans les petites banlieues, donc les petites parcelles assez étroites. Et c'est là où il a fait son architecture. Et je crois beaucoup, il était très influencé par les contraintes elles-mêmes des parcelles. Et donc, dans ce premier projet, ou un des premiers projets, il a dessiné tous ces détails en bois. Et le client, il a vu qu'il y avait une archi un peu spéciale sur son projet, qu'il n'y aura pas une maison comme les autres, pas du tout. Et toutes ces choses qui finalement étaient complexes et très chères, mais tout était dessiné et le client avait accepté de construire sa maison telle que l'architecte avait dessiné. Et donc, on commence avec les détails, surtout les détails des fenêtres. Moi, il faut dire que moi, je suis venue des États-Unis pour travailler à Porto. Je suis venue du pays des catalogues et des produits industriels sans âme qu'on met dans tous nos projets d'architecture. Je suis partie parce que je ne pouvais plus avec cette idée de business de l'architecture et pas l'art de l'architecture. Et j'arrive à Porto et on était en train de dessiner les fenêtres à la main et même la quincaillerie de la fenêtre et les charnières et tout. On a tout dessiné. Ça m'a pris beaucoup de temps pour changer la tête, pour comprendre ce genre de choses. Donc CISA, il commence dans le premier projet de faire ça. Ça, c'est notre maison Alves Costa, où il commence à avoir ces formes un peu plus claires, où il y a un extérieur enveloppé par le masse de volume de la maison, qui sont très proches des limites et qui laissent un grand espace. Et donc ça, c'est une maison, une sorte de maison de week-end, de résidence secondaire. Et en fait, si ça parle même du fait qu'on est plus libre dans une maison comme ça, parce que on peut faire des choses très simples. Les gens, ils n'attendent pas leur maison de leur vie. Ils veulent une petite chose assez simple à la campagne. Et donc, ils expérimentent toujours avec la construction en bois. Le reste, les murs sont en béton, mais pour faire cet angle-là,
il a fait une portique en charpente bois. Et donc, ça c'est l'entrée. Juste, je vais retourner une seconde là parce que c'est hyper compliqué. J'ai malheureusement pas visité cette maison, mais on entre comme ça et on retourne et après on trouve dans le grand espace. On retrouve là. Mais on doit faire ce truc très difficile pour entrer dans la maison. Et ça, c'est un des thèmes récurrents dans son architecture. Bon, ça, c'est un des rares projets où c'est une partie rénovation, extension. Dans le Minho, donc dans le pays où il a fait l'enquête de l'architecture portugaise. Et donc, il propose une extension hyper légère en bois, parce qu'il vient de faire cette autre expérience avec le bois. Et encore une fois, les tensions au détail du toit, l'étanchéité, où passe l'eau, arriver sur la fenêtre, on a quelle largeur entre la fenêtre elle-même et le plafond, comment on habite ces lieux, comment on peut varier dans un petit projet comme ça, comment on peut varier ces lieux, et une expérimentation avec des matériaux et aussi des couleurs. Donc, dans le Minho, c'est comme en Suède, on utilise souvent la peinture rouge pour tout ce qui est boiserie extérieure. Et là, il a fait les stores rouges, un petit rappel. Et là, c'est une photo actuelle. Je pense que vous pouvez louer maintenant. C'est B&B. Et donc, ils ont changé pour les rideaux. Et donc, le projet est en deux parties. Ici, c'est les plans de la petite extension bois où on descend la maison, on descend quelques marches pour arriver dans cette partie extension avec 5 chambres, excuse-moi. Et beaucoup plus tard, c'était, en 91, il a retapé, il a refait ses constructions ici. Et donc, le collaborateur de l'agence, c'est quelqu'un qui travaillait depuis 40 ans avec CISA, qui faisait tous ces projets de rénovation. Et donc, on peut voir là, ça, c'est l'expérience d'avoir fait cette enquête d'architecture portugaise traditionnelle et de respecter les lieux. Les marches sont pas de la même largeur, on s'en fout, c'est comme ça. Les choses se sont alignées où ils ne sont pas. Le petit escalier est tout petit et j'ai trouvé, ça c'est Venturi, la maison pour sa mère. Cisa a dit qu'il avait une certaine influence de complexité et contradiction en architecture. Si vous ne connaissez pas, c'est un livre aussi sur l'idée de faire autrement que l'architecture moderne universelle et qu'on voit ces influences dans tous les siècles et tous les projets d'architecture de tous les temps. Et encore une note personnelle, c'était un des livres qui m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé à étudier l'architecture. Et donc, j'étais très surprise en feuilletant le livre qu'il y avait presque le même détail. Voilà. Et ça, c'est en 90. Donc, peut-être il a vu ou pas, je ne sais pas trop. Et une dernière petite maison pour le frère de Cisa, Carlos Cisa, en 78, aussi dans une banlieue très limitée, sauf qu'il y avait une parcelle très longue et très étroite. Et donc, il est arrivé avec ses plans hyper complexes, Cisa, pour faire des chambres autour d'un U, mais un U très, très, très étroite. On n'a presque pas un extérieur. Et donc, il y a des gens qui disent qu'il y a un rappel de ces plans qu'il avait étudiés quand il a fait l'enquête avec le U et ses formes arrondies qu'on retrouve ici. Et là, on voit une forme de fenêtre qui revient souvent. Mais surtout, c'est le plan U qu'il utilise souvent dans son architecture. Ça donne vous pouvez imaginer, il y a les vues vers l'extérieur, les vues loin et les vues très proches, mais en sortant du volume. Voilà, première partie, il y a 3 parties. 6 heures ailleurs, je ne sais pas s'il faut accélérer ou non, mais
Donc, CISA a fait plutôt des petites maisons. Il a fait un programme de logement collectif parce qu'en 1974, ils ont fini avec le dictateur. Salazar était déjà mort, mais ils ont fini avec le régime et c'était la démocratie qui est arrivée au Portugal. Et donc, ils ont fait beaucoup de projets politiques, des projets pour le logement, très peu qui ont marché à l'époque, mais ils ont fait un effort. Et CISA a dit qu'il a dû argumenter qu'il était bien pour faire les logements collectifs parce qu'il a fait beaucoup de maisons individuelles et donc il comprenait bien l'idée de l'habitation. C'est un argument que j'essaie d'utiliser moi-même, ça ne marche pas, au moins en France. Mais ça marche ailleurs. Donc il était sélectionné, il y a un grand projet des logements collectifs, logements sociaux à Berlin. Et un grand programme IBA et CISA a été sélectionné pour ces logements collectifs. Et ça, c'est les façades de son projet d'origine où il a même il proposait garder quelques commerces en partie basse. Il proposait des fenêtres de tailles différentes. Il proposait des appartements un peu variés. Et c'était une longue bataille qu'il a perdue. Et donc, on a fini avec des fenêtres toutes pareilles, de la même taille, plus ou moins, sur la façade principale, comme la façade sur cour. Et ça, c'est son croquis de départ, où il avait des fenêtres des différentes tailles. Et quand ça montait, elles devenaient plus petites. C'était lié au plan du projet. Tout ça a été jeté par la fenêtre. Et ils ont fait quelque chose de très strict. Bon, une vue de l'intérieur du couloir public qui est quand même intéressant. Et il y a juste, encore une fois, pour montrer des influences, il a toujours des influences d'architecture moderne ou d'architecture de début de siècle. Donc, Eric Mendelssohn en 1923 et Sharon en 1931. Et donc, c'est quelqu'un qui, parfois, il écrit, il y a une slide qui parle de ça, il écrit de ses références un peu, mais tout est un peu mélangé. Et avec CISA, il n'y a pas de philosophie de l'architecture, méthodologie stricte. C'est plutôt une pensée complexe de l'architecture dans toutes ses formes et toutes ses influences. Et donc après, il était invité aux Pays-Bas, à La Haye, et il a fait encore des logements sociaux, un peu plus réussis cette fois, et presque archétypique du Pays-Bas, de Hollande. Et c'est une de mes thèses aussi, c'est quand CISA travaille à l'étranger, il s'imprègne peut-être trop du lieu et parfois le langage est un peu réduit, le langage des matériaux, le langage de forme. Et quand il est chez lui, il se sent un peu plus à l'aise pour expérimenter. Voilà. Donc, malgré les formes plus strictes, c'est quand même un tour de force dans les détails de la brique. Et la variété qu'on a dans quelque chose qui est soi-disant très régulier. Il y avait aussi cette innovation, donc chaque appartement a un lien direct avec l'extérieur parce qu'on monte les escaliers et sur les paliers, on entre dans les différents appartements et les appartements eux-mêmes, ils ont des escaliers pour monter plus haut. Il faut dire aussi que CISA a bien compris qui va habiter dans ces logements, dans ces appartements. C'est plutôt les gens avec pas trop de moyens et surtout des gens, des étrangers, avec leurs propres pratiques d'habitation différentes. Et donc, il a essayé de prendre en compte cette idée. Et il y avait une biennale de Venise il y a quelques années où il y avait toute une exposition. Ils ont retourné à tous ces endroits où il a fait des logements sociaux et il a parlé avec ses habitants, dont certains qui restaient toujours chez eux. J'ai pas vu, mais j'essaie de trouver les vidéos pour voir comment ça s'est fait.
Et donc, on a les mêmes attentions des détails autour des fenêtres, même avec un vocabulaire plus limité. Et il y a aussi les mêmes influences. Michel Declercq, ça c'est sur ses habitations à Amsterdam. Là, c'est un projet de CISA où c'était 2 maisons et 2 magasins, et donc tout petit, sur un site assez ouvert. Et donc, il a pu exprimer toute sa démarche plastique de l'architecture avec ces 2 petites maisons qui sont toujours là, pas dans les meilleurs états, mais sont toujours là. Et voilà, comme c'est dit, chez lui. Donc, principalement, je vous montre 2 projets principaux, tous les 2 musées. Ça, c'est en Espagne, mais c'est Galicie, qui est à peu près la même chose que le nord du Portugal, avec le même climat, les mêmes matériaux de construction. Et c'est un projet qui n'est pas énorme, et donc je trouve, très cohérent. Et donc, c'était aussi un projet où la manière de dessiner le projet dans ses détails, c'était quelque chose, on a fait des photocopies au bureau et on avait tout le paquet pour utiliser comme référence dans la manière de dessiner un projet et développer un projet. Et donc, c'est un musée d'art contemporain où il n'y avait pas de collection. Donc, ils ont demandé qu'ils dessinent des espaces pour l'art sans avoir les œuvres d'art. Et donc, il y a un monastère juste en face et le musée est là. Au début, ils voulaient mettre plus loin, derrière le monastère, pour que le monastère garde toute son importance. Et César leur a convaincu il souligne l'importance du monastère en mettant un volume juste en face. Voilà. Et le jardin est magnifique. C'était dessiné par César, mais c'était fait après le projet de l'architecture. Et je crois que c'est une propre photo de là-haut. En Galicie, il y a beaucoup de brume, il y a beaucoup de brouillard. Et c'est assez poétique, souvent, le paysage. Faut dire une chose. Donc ça, c'est le revêtu en granit de la région. C'était pas le choix de l'architecte. Il voulait faire en marbre de Carrare. Il voulait dire que c'est un musée, c'est pas un bâtiment comme les autres. Il y a toutes sortes de constructions résidentielles qui sont en granit, donc il voulait faire une différence. Mais ils n'étaient pas convaincus. Et ils ont fait en granit. Donc, César voulait bien montrer que c'est un revêtement et c'est pas massif. Et donc, il y a toutes sortes de détails comme le fait que ça ne descend pas jusqu'au sol devant. On peut trouver plein de détails quand on fait le tour de l'espace. Et donc, ça, c'est 2 des plans. Il y a 4 niveaux au total, y compris le toiture terrasse, où c'est carrément un commentaire sur la tourette, avec cette même idée qu'on monte sur la terrasse. Donc, ces plans en V, donc il n'y a pas le U. Il n'y a pas le U, c'est fermé, c'est derrière un V. Et c'est là où on met des œuvres d'art et on met le public. Et donc, il a pu avoir son marbre à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. C'est le grand entrée. Actuellement, il y a beaucoup d'expos temporaires qui sont dans cet espace. Et donc, on voit le V. Et donc, pourquoi faire simple quand vous pouvez faire compliqué? C'est un peu la chose qui guide des projets, surtout ce projet. Je trouve que c'est particulièrement complexe, mais c'est assez limité à une échelle. Donc, après un moment, on comprend. Moi, je suis allée 4 ou 5 fois pour voir, c'est pas très loin de Porto. Et donc, cette idée de la fenêtre, qui n'est pas juste une pénétration, une ouverture dans un mur massif, c'est un événement. Il a un haut, un bas, ça peut être forcé dedans, ça peut être rentré en arrière, mais les fenêtres en Hollande étaient assez innocentes, mais quand il arrive chez lui, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, il y a surtout le jeu de lumière et volume, voilà, qui rappelle le Corbusier et d'autres.
Et donc, c'est un jeu que, au fil des années, ça c'est 93, je crois. Il a eu le Pritzker en 92. Il avait fait toutes ses maisons, il avait fait ses autres projets de logements sociaux. Il commence à faire des projets pour l'art, pour l'exposition de l'art, qui l'a beaucoup inspiré. Et donc, cette manière de faire des coupes de tous les bâtiments, c'est quelque chose qu'on a dû faire dans chaque projet. Et c'est la première fois qu'il utilise la table inversée. On voit en coupe, c'est une manière de faire entrer la lumière sans être que ça soit éblouissant et présenter dans les galeries vraiment le minimum des choses, des petits appareils d'éclairage, des choses un peu à l'extérieur de l'architecture pure. Et donc même on voit l'intérêt des ouvertures, ils sont faits en marbre de Carrare qui est coupé à 45 degrés et fini en plâtre pour qu'on ne voit pas. Parfois on voit l'épaisseur de la pierre et parfois on ne voit pas. Et donc il y a ce genre de détails, parfois n'étaient pas hyper constructifs mais très graphiques pour comprendre les différents angles, les ouvertures. On voit le revêtement. Le revêtement à l'extérieur. Parfois, les fenêtres sont à l'extérieur, parfois, ils sont moitié à l'intérieur, et parfois, ils sont complètement, le fenêtre est placé à l'intérieur. Et ici, ce sont des fenêtres hybrides, c'est-à-dire métal à l'extérieur et bois. Et ils ont développé cette idée qui est un produit standard maintenant, et à l'époque, ce n'était pas du tout. Mais c'est parce qu'on aime bien l'effet de bois à l'intérieur, même si c'est peint, on aime bien l'effet de bois, mais les sections sont trop larges, donc on met du métal à l'extérieur et ça résiste mieux dans cet environnement avec beaucoup de brouillard et beaucoup d'humidité. Et donc tout est dessiné, il y a des croquis, il essaie vraiment de détailler les projets avec des croquis et après il faut prendre des mois et des mois pour réaliser les vrais détails qui sont fidèles aux croquis. Et voilà, une fenêtre dans cet angle, on ne sait pas pourquoi. Voilà, un autre intérieur avec le V qui vient en pointe et un poteau. Et encore un autre, c'est ça que je disais, parfois les fenêtres sont ici, et parfois ils sont ici, et parfois complètement à l'extérieur. Et voilà, une des fois où il parle de ses influences, Loos, Tessenhoff, Charot, Zara, la maison de Zara de Loos, et évidemment Le Corbusier. Et il dessine, ça c'est, beaucoup d'architectes portugais font pareil. Un peu comme les architectes italiens, on dessine tout devient le projet d'architecture, y compris la signalétique, et y compris le mobilier fixe à l'intérieur. Ça, c'est le deuxième projet à Porto même. Seraves, c'est aussi un musée d'art contemporain où il n'y avait pas de collection au départ. Et ça, c'est le projet initial, et ça vient d'ouvrir, c'est l'aile Álvaro Siza. Que je n'ai pas visité, mais le musée, j'ai vu le chantier et la construction. Et donc, le U est toujours là. C'est un H, un peu. C'est plutôt un H, le plan, mais le U est toujours là. On entre à l'angle. La partie la plus étroite, c'est là où on entre. Et moi, le jour où j'ai fait ces photos, j'étais très contente parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Voilà. Et encore une fois, les détails des fenêtres différentes. Et donc, il a gardé cette idée de menuiserie extérieure en métal et en bois. Donc, c'est un mélange des deux. Et donc, le granit, s'il peut faire en massif, il le fait. Il fait le plus possible, à l'époque, le plus possible en granit massif ou presque, ça veut dire au moins 15 cm si on peut. Je ne sais pas actuellement si c'est toujours pareil.
Et donc, on a ces étranges protrusions de la façade. Et souvent, une qui sort et l'autre qui est dans la façade. Et il y avait le même détail à Santiago. Et à l'intérieur, ça peut donner ça. Il y a un film dessus et parfois c'est transparent. De l'autre côté, il y a le même type de fenêtre. Et c'est ici où ils ont fait l'extension aujourd'hui, qui est sortie, je crois qu'il y a quelques mois, non, il y a peut-être un an. Donc il y a un passerelle maintenant, il y a un passerelle là, entre les deux espaces. Et ça ressemble à ça à l'intérieur, avec des formes très géométriques. Je dirais que je crois que Cizet, il est dans une période maintenant, Matisse, une période de découpage, des formes très, très simples qui parlent. Il a laissé tomber un peu toutes ces complications dans les formes, dans les ouvertures, dans les fenêtres, dans le promenade architecturale à travers l'espace. Donc, s'il y a une méthode, c'est ça, la maquette à la grande échelle. Toujours, il y a beaucoup plus d'informatique au bureau. Je pense qu'ils font quand même, je ne sais pas, je ne suis pas retournée depuis un certain temps, mais je pense qu'ils font des maquettes en numérique. Mais il y a toujours la maquette à la grande échelle. Ça, c'est, je crois que c'est à centième. Moi, j'avais une maquette à 50e à faire pour 10 000 mètres carrés. Ça m'a pris énormément de temps. Donc ça, c'est un projet en Argentine, donc ils ne pouvaient pas faire des allers-retours tout le temps. Et donc les Argentins sont venus, on a travaillé ensemble. Il y avait plusieurs sont venus, envoyés par la mairie de Rosario. Et ils ont développé le projet à Porto. Et s'ils venaient à ce moment-là, on avait 2 bureaux. Et ils venaient pour checker le projet et pour voir si ça allait comme ils voulaient, comme ils voyaient lui. Voilà, c'était très intéressant. Et là, c'est plus actuel, c'est plus récent, les photos des projets en Corée. Et donc là, je crois qu'il voyage plus, ou il voyage un peu, mais très peu. Il a 91 ans maintenant. Donc, vous imaginez, c'est un peu plus compliqué, mais il est un peu inspiré par son copain Frank Gehry. Donc, tous les deux, ils sont là, toujours en train de faire leur projet. Et donc, il regarde les maquettes, toujours avec la cigarette en main. Et c'est comme ça que c'est possible de faire ces projets à l'étranger. Je crois que le fonctionnement de l'agence a quand même changé avec son âge avancé. Mais il y a un collaborateur qui est un très ancien collaborateur de CISA, qui est parti, qui est revenu, qui est un architecte qui n'a pas les mêmes pattes que CISA, mais qui aide beaucoup pour faire des projets en Asie. Donc, un petit dernier projet en Belgique, dans le Pays Plat, en Flandre, une maison. Donc, une maison neuve qui est là, au bout, qui est ajoutée à une ferme ancienne de la famille Van Middelman Dupont. Donc, je pense que c'est la femme Dupont, c'est elle sa famille avait des origines là. Donc, complètement plat, sans contrainte, vraiment. Et donc, dans un premier temps, il a construit la maison ici. Il voulait créer New Structure for House. Donc, il voulait créer un nouvel U derrière le reste de la maison. Le premier U est là et il a fait un deuxième en ajoutant L. Donc, le même plan qu'on a vu il y a 40 ans auparavant. Et donc, ça, c'est la réalisation avec la partie ancienne qui est devenue une galerie d'art. Ce sont des collectionneurs d'art, comme pas mal de gens avec des moyens en Flandre. Et donc, ils ont cherché CISA parce qu'ils aimaient bien Barragan, ils aimaient bien Edwin Lutyens, et ils aimaient bien Avro CISA, son architecture propre, et donc ils pensaient que c'était dans les mêmes lignes
de ces autres architectes et avec l'aide de Marc Dubois, qui est un critique, un historien d'architecture, ils ont contacté CISA et ils ont fait le projet. Et donc, on voit un peu plus en détail la maison U. Et cette l'idée de la maison, tout est là dans ce croquis. Quand on entre et on passe ce long couloir, court d'un côté, cuisine, salle à manger de l'autre côté, et le salon à l'angle. Dans l'angle difficile, c'est là où on met la vue. Et donc, un peu comme à La Haye, c'est un profil typique des maisons belges du nord de Belgique, de Flandre. Ces croquis de départ, où il y avait déjà cette idée-là, comment on traite l'entrée, comment faire. Et donc, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure solution, mais s'ils étaient obsédés, ils ont réalisé comme ça. Et donc, là, on voit de l'extérieur la fenêtre habitée, je dirais, la fenêtre ou l'alcôve du salon. Et on voit que le toit était en plomb. César parlait, il m'avait parlé du fait qu'il aimait beaucoup le plomb. Il ne connaissait pas cette matière, ce matériau. Et il aimait bien les manières dont il pouvait épouser la cheminée avec le plomb. Mais finalement, ça je ne savais pas, mais ils ont changé le toit. Je crois que c'est du zinc, VM zinc, bien belge. Donc ils ont refait le toit et peut-être ils ont même restauré le bois. Ces photos datent il y a quelques années. Ça doit être vers 2006-2007 et ça 2016. Donc, 10 ans, ils ont changé certaines choses. Et donc, la vue depuis l'intérieur, encore une fois, une fenêtre normale et une autre juste à côté qui fait protrusion dans le paysage. Et donc, revêtue en pierre belge, évidemment. Et aussi avec du bois. Donc, il dit que le choix de matériaux, c'était pour montrer le temps, pour montrer la patine, que le projet n'était pas dans sa complexité géométrique des espaces, que c'était plus dans cette notion de temps, parce qu'il a beaucoup apprécié que la propriété était dans la famille depuis 200 ans, je crois. Et donc, il voulait jouer avec ça. Et comme c'est un projet dans un autre pays, il voulait jouer avec les matériaux. Jusqu'à là, il n'avait jamais utilisé le bois en façade, en revêtement de façade. Et donc, ça donne des sensations assez poétiques, surtout de loin. Donc, l'eau pluviale est traitée avec un creux. Donc, il n'y a pas d'accessoires. Il y a un mot que je voulais dire, mais je ne le retrouve pas. Quelque chose qui contamine la façade, comme dans les espaces où il essaie toujours de cacher les luminaires. Et s'il ne peut pas cacher, c'est lui qui dessine des appareils d'éclairage. Et donc, le rappel de l'ancien. Ce bâtiment a été refait. Ils ont déconstruit et reconstruit avec les mêmes briques. Réemploi en 2002. Et voilà, donc, obsession des détails, des différents détails, des manières de faire. Si c'est en briques, c'est comme ça. Donc, il y a un espacement un peu plus large pour prendre les briques. Et si c'est en bois, c'est plus étroite. Et donc, minimal des détails de la partie haute et la gouttière qui reste cachée dans le toit. Je pense qu'ils n'ont pas complètement maîtrisé la construction bois. Moi, je vois des petites erreurs moi-même, mais je pense que certaines choses étaient corrigées plus tard. Il y avait un architecte plus ou moins local, Christian Kiekens, qui a suivi le projet avec CISA. Et pour les projets à l'étranger, c'est ça. C'est CISA qui donne le projet, qui dessine à sa manière les détails dans l'agence, et c'est souvent adapté par les gens locaux, surtout quand les réglementations sont fortes. Voilà. Quelques autres détails.
Et voilà la séquence qu'on arrive au bout du couloir, on entre dans cet espace, on voit un paysage où on est projeté dedans, et après on voit plus, et c'est un peu confus parce qu'il y a une autre fenêtre juste à côté. Voilà. Un des détails à l'intérieur, souvent, c'est la cheminée qui reçoit beaucoup d'attention. Donc la manière de découper, la manière de faire. Ça m'a influencé mon premier projet à Paris. J'ai fait une cheminée magnifique en pierre massive parce que je venais d'arriver du Portugal. Donc la galerie d'art, moi j'avais pas vu fini, moi j'avais vu dans cet état de déconstruction, reconstruction, et ils ont fini comme ça. Et donc ça c'est un projet en Corée, juste pour montrer cette idée de protrusion, d'extension de l'intérieur. Ça devient une énorme fenêtre qui sort là. Avant, c'était une petite chose de peut-être 1 mètre, 1 mètre 20. Maintenant, c'est l'architecture qui sort complètement. Je dirais que ça, c'est un projet plus réussi. C'est en Corée du Sud pour une énorme société pharmaceutique. Moi, je ne connais pas les projets les plus récents de CISA, donc j'ai regardé un peu. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui m'attiraient mon attention, en fait. Mais il y a certaines qui sortent comme ça, et surtout les petits projets. Et comme j'ai dit, CISA, il est toujours vivant et tu travailles toujours. Et ça, c'est un de ses derniers projets, une tour à New York, qu'il a fini en 2022. Et donc, il pensait jamais qu'il a travaillé à New York. Il a fait plusieurs tentatives de faire des maisons. Ça n'a jamais abouti. Et quelqu'un a proposé un grand projet real estate à New York qu'il a dessiné. Et c'est des architectes locaux qui ont fait les détails. Mais ce n'est pas la première fois qu'il fait une tour. À Maastricht, en 2001, il avait déjà fait un autre tour, moins d'étages, et aussi avec des logements plus bas en briques. Et voilà, j'ai fini là. Quelques autres images de ce tour. J'ai vu de l'extérieur. J'ai pas pu entrer, c'était toujours en chantier. Il y a certaines choses de CISA-esque, je dirais. Il n'a pas fait les intérieurs et apparemment c'est critiqué pour les intérieurs. Voilà. Et moi j'aime bien ces photos parce que c'est devant le projet de Big à New York. Donc il domine Big. Là. Et donc juste comme j'ai déjà dit que j'ai pas eu de conclusion au niveau de cette histoire de la fenêtre. Et donc, nous, tout le semestre, peut-être vous ne pouvez plus, les étudiants, parce qu'on est en 5e semaine et on parle beaucoup de la fenêtre déjà, et on voit beaucoup, et vous dessinez avec beaucoup de soin vos propres ouvertures. Je ne trouvais pas le bon mot, c'est pas vraiment fenêtre, parce que au Japon, c'est pas la fenêtre, ça va dire. Je ne suis pas expert en architecture japonaise, mais la fenêtre, c'est l'espace entre, en fait, c'est ça. Il y a comme la forme, il y a une structure et il y a des panneaux et c'est le vide entre les éléments structurels. Et donc, tout ce que j'ai réfléchi beaucoup et je pense que donc chez Nakashima, c'est quand même une influence forte du Japon. Il y a d'autres constructions sur son campus qui sont très américains, en fait. Et à quelques kilomètres plus loin, il y a la ferme de Antonin Raymond, qui est une maison du XVIIIe siècle où la partie centrale est vidée et il a fait une partie japonaise. Donc cette idée de hybride, cette idée de à la fois ici et ailleurs, à la fois dans le présent et dans le passé, avec les influences et avec son propre idée de comment faire le dessin. Et donc, mais l'idée de l'espace, c'est aussi un truc japonais, il y a une partie shoin, donc il y a une partie alcôve où on est concentré et on regarde le paysage. Et chez CISA, c'est un peu la même idée, mais beaucoup plus complexe, avec des géométries plus complexes. Et c'est toujours mieux de voir en oblique que de voir en vue en face. On a plus de complexité là. Voilà, c'est ma présentation.
Merci. Ça marche? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Alors, le moment des questions. Si, des questions, il y en a, c'est certain. Oui, oui. Déjà, merci pour la conférence, c'était très, très bien. Merci. Du coup, ça donne envie de voir votre production architecturale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites comme type de projet si on retrouve, enfin si votre expérience avec CISA Oui. a influencé votre pratique ou pas? Oui, ça m'a influencé. C'est intéressant de voir les gens qui ont passé par CISA qui ne le font pas comme CISA. C'est très difficile à faire. On tombe tout de suite dans le pastiche. Il faut dire qu'au début, dans cette conférence, j'allais montrer mes propres productions à la fin. Mais c'est un peu le poids des gens comme ça. Je sais pas. Psychologiquement, c'était difficile de coller mes petits projets à la fin. J'aurais dû me mettre au début. Mais j'ai montré un projet aujourd'hui aux étudiants et d'autres. Et aujourd'hui, c'était des fenêtres d'une bibliothèque où il y a un système de volets en deux parties qui ouvrent, qui ferment, qui laisse passer la lumière est vue, ou qui ferme pour une question de sécurité, et le banc devant. Donc ça, c'est une chose qui vient de cette idée qu'on voit dans le projet de CISA, mais qu'on voit aussi dans l'architecture traditionnelle avec des maisons en construction pierre où on a, quand il y a une niche pour une fenêtre, c'est très profonde et donc il faut s'occuper. Et en fait, je suis en train de réfléchir. À chaque fois que j'ai la possibilité, j'ai fait beaucoup de projets de rénovation, réhabilitation, et j'essaie de toucher la façade. Et si je touche la façade, à Paris, c'est hyper compliqué, mais c'est le moment où il faut exprimer. Donc, c'est là où j'essaie de faire des ouvertures, faire des fenêtres comme on ne peut pas le faire si on prend du catalogue. Donc ça, c'est une des choses. Et sinon, cette idée de l'espace qui continue, qu'on voit, on est pris par la lumière, par la vue qui est changeante pour passer d'un espace à l'autre, et cette idée de fluidité de l'espace. Et sinon, ce que je vois que j'ai vu avec moi et d'autres anciens collaborateurs, notamment Eduardo Soto de Mora, que c'est cette attention des détails et des matières et matériaux. C'est ça qu'on prend avec nous. Moi, je suis arrivée, j'ai fait le projet à Ceuta, qui est en Afrique du Nord, une partie d'Espagne, et j'ai dessiné, Cisa m'a dit, il faut dessiner les escaliers, les sanitaires, et toutes les fenêtres et portes. Voilà. Et j'ai passé beaucoup de mois en dessinant tous ces détails, avec le calipinage de la pierre, avec tous les détails des fenêtres qu'on a vues là. C'est lui qui s'occupe de l'espace. Et donc, chacun a leur manière de comment dire, sculpter l'espace comme il souhaite. Mais j'ai appris ce sens des détails, comme Valérie avait dit au départ. Voilà, dans mes propres projets. Juste pour prolonger, tu nous as pas montré tes projets qu'on aurait bien aimé voir, mais Oui. on peut vraiment te remercier de partager
ton intérêt pour le travail de ces deux architectes Oui, et aussi de nous le faire découvrir parce que voilà, Oui. pour le coup, moi je connaissais pas Georges Nakashima et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des conférenciers qui ne parlent pas que de leur projet, mais oui, qui oui. transmettent aussi Oui. leur intérêt, leur connaissance d'un architecte. Je pense que Oui, pour les étudiants, c'est très, oui, très oui. utile. Donc vraiment, Oui. merci pour ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un site web si vous êtes vraiment intéressé. Et vous pouvez poser des questions aussi. Autre question sur ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes inspiré? C'est le but. Est-ce que Le ça but, parce qu'on parle beaucoup des collégies. Il y a des gens dans la salle qui parlent beaucoup des collégies, ce qui est très bien. Mais l'architecture, pour moi, au départ, c'est l'espace. C'est toujours l'espace. On peut construire sainement, écologiquement ou pas. Ça peut influencer la manière dont on dessine. On voit avec Caesar. Mais pour moi, c'est cette idée de l'espace qui prime sur toute autre chose. Ça, c'est notre valeur ajoutée. Sinon, on sera des ingénieurs des bâtiments, ce qu'on n'est pas. Alors moi j'ai une question, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, pour bah l'instant. oui. Tu as dit que tu avais quitté les États-Unis parce que tu n'en pouvais plus de Ah. dessiner à partir du catalogue. Oui. Et alors, 30 ans plus tard ou 35 ans plus tard... C'est différent. Et tu es venu en Europe et tes premières expériences étaient de ce qu'on pourrait appeler ça de dessiner de l'architecture sur mesure, Oui. où justement c'est l'anti-catalogue. Oui. Mais ton expérience aujourd'hui de praticienne par rapport à ça? Oui, c'est-à-dire, donc voilà. c'est pas facile, évidemment. Parfois, c'est un monde des privilèges, ce qui est politiquement pas super non plus. Mais comme j'ai déjà dit aux étudiants, si vous avez un petit projet privé ou avec un peu de moyens, il faut expérimenter. Il faut pousser des choses parce que plus tard, vous pouvez faire à plus grande échelle autre chose. Et donc, j'ai fait une structure en verre structurel qui, à l'époque, n'était pas du tout standard. On a dû avoir le latex, la faveur spéciale de CSTP pour construire comme ça. C'est parce que j'ai eu des clients qui étaient pas génial, mais sur ce point, ils étaient d'accord avec moi de faire cette aventure de construire en verre structurel. Mais c'est vrai qu'avec la réglementation d'aujourd'hui, c'est très, très difficile. Mais c'est possible. Je m'adapte. Moi, je connais pas mal d'artisans et il y a des moments où je dessine un projet ou certains détails parce que je sais que j'ai un menuisier qui peut faire à cette manière. Si ça avait ça, il y avait une dernière slide, c'était les mobiliers, notre lien entre les deux designers. Et donc, ces chaises en bois, c'est Morin de Santos qui faisait. Et il venait au bureau avec des prototypes et on regardait. Et si ça regardait, on voyait si ça marchait pas. Mais il connaissait bien son artisan ébéniste. Donc, il a fait des projets en conséquence. Donc, oui, c'est... peut-être vous ne savez pas déjà, mais j'imagine que oui, que le processus d'architecture, c'est un dialogue, c'est une conversation avec les clients, avec les artisans, avec même les bureaux de contrôle et les ingénieurs. Et c'est tous ensemble qu'on fait des projets. Là, j'ai dit CISA, mais évidemment, il y a beaucoup de collaborateurs. Il n'avait pas des bureaux énormes, maximum, je crois, 35 collaborateurs. Mais donc, moi-même, je trouve de plus en plus difficile. Et aux États-Unis, ça a changé. Ils ont découvert... moi, j'étais là, je me date là, j'étais là à la fin du postmodernisme. C'était horrible. C'était vraiment horrible. L'architecture s'était réduite au symbole facile. Et donc, j'étais dégoûtée et je suis partie. Et c'était difficile parce qu'à New York, en dehors de l'architecture, c'était un moment formidable pour la danse, pour l'architecture, pour l'art contemporain. Pour les autres arts, c'était vraiment formidable. Pour la musique, pour le jazz, le loft jazz, tout ça.
Et en architecture, on était toujours là avec des colonnes et des petits chapiteaux et tout ça. Je pouvais pas. Mais plusieurs années plus tard, ils ont découvert qu'il y avait d'autres architectes dans le monde. Et donc, surtout les Européens, surtout Renzo Piano, par exemple, il a un peu libéré les États-Unis. Bon, il y a une histoire avec le mouvement moderne, les gens de Bauhaus, encore des réfugiés qui sont allés aux États-Unis pour pratiquer. Mais les années 80-90, c'était pas joyeux. Voilà. Dernière chance de poser une question. Ou une remarque. C'est Ou pas, une remarque, hein, bien sûr. pas nécessairement une question. Ok, alors on va nous vous remercier Lia pour cette formidable conférence. Merci On beaucoup. vous souhaite une bonne fin de semestre Oui. pour l'atelier 6. Merci. Merci beaucoup.